On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Avec cette autre journée de grève du Front commun, toutes les écoles publiques au Québec sont encore fermées aujourd'hui. Et c'est une 4e semaine qui débute aussi pour les enfants dont les enseignants sont affiliés avec la FAE. On va écouter ensemble Mélanie Hubert, présidente de la FAE, et tout de suite après, Sylvain Martel du Comité de parents autonomes du Québec. On doit régler avant les fêtes. Ça n'a aucun sens qu'un conflit comme ça perdure. L'éducation était supposée être une priorité pour le Québec. Les demandes des profs sont légitimes. Donc oui, il faut régler avant les fêtes. On a essayé de reclarifier les processus. Hier, on a passé une bonne partie de l'après-midi à discuter. On ne peut pas concevoir qu'on laisserait traîner ça puis de se dire qu'on va commencer à réfléchir la semaine prochaine à ce qui va se passer au retour des vacances de Noël. Pour nous, ça ne fait pas de sens. Même en temps normal, les vacances de Noël, en revenant des fêtes, il faut revoir certains concepts qu'on a vus en décembre, avant les fêtes. Alors, imaginez, là, pour ce qui est des enfants qui sont dans les secteurs de la FAE, si on glisse jusqu'aux vacances de Noël, ben on aura arrêté quelque chose comme 6 semaines. C'est presque comme le congé d'été, là, ça. Là. C'est très dommage. Et on ne sent pas une urgence. Comment est-ce possible, Mario? Les deux... Bon, il fait une observation, oui. Il fait une observation pertinente là, sur le retour. Ça prend déjà une petite révision quand tu reviens normalement en janvier. Mm-hmm. C'est vrai que si ça fait 1 mois et demi que tu n'es pas allé à l'école, ça va être toute une révision. Et ça, c'est dans le scénario optimiste où on reprend l'école, où on n'est pas en grève générale illimitée après Noël. Là. Oui. Fait qu'on en est là. Mais pourquoi il n'y a pas de négociation intensive? C'est un peu le mystère présentement. Est-ce que c'est... En fait, l'explication, spontanément, c'est soit le gouvernement veut pas de règlement, pourquoi il voudrait pas de règlement, ou soit on est juste trop loin. Ce qui fait que la négociation devient intensive de facto, c'est quand les parties se rapprochent puis qu'on sent... Tu sais, je fais toujours le principe, là, quand tu veux faire un nœud, là, ben, quand les lacets se rapprochent assez puis t'es capable de les croiser, l'espoir de faire un nœud vient puis là, tu tires plus fort. Mais tu sais, si tes 2 bouts de fil sont à 18 pouces de distance, tu tires même pas, ça vaut pas la peine d'essayer. Et c'est un peu ça qu'on a l'impression, là, qu'on est si loin. En fin de semaine, Mme Hubert là, de la FAE racontait que bon, elle a cédé sur un point où le gouvernement demandait de la flexibilité, dit que le gouvernement est revenu avec d'autres choses aux tables. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Est-ce que le gouvernement est déraisonnable? Tu sais, nous autres, on le sait pas trop. Par contre, j'entends Mme Hubert dire les demandes des enseignants sont légitimes. C'est vrai. Les demandes des enseignants sont légitimes. Il faut les écouter. Il faut leur donner le plus possible. Tu sais, c'est ça une négociation. Par contre, ce à quoi ils sont peut-être pas habitués, c'est que cette fois-ci, le gouvernement aussi a des demandes. Parce que le gouvernement veut améliorer ce qui se passe dans les écoles, veut améliorer ce qui se passe dans les hôpitaux. Et les demandes du gouvernement aussi, ce sont légitimes. Le gouvernement, c'est nos représentants élus. Ils ont le droit aussi d'arriver à des demandes. Et ça, je pense que les syndicats sont moins habitués. Ils sont habitués, eux, ils demandent. Mais plusieurs syndicats semblent penser, en tout cas dans leur langage, que les demandes du gouvernement, elles, sont pas légitimes à la table. Le gouvernement, c'est nos affaires, c'est nos demandes, mais le gouvernement n'aurait pas à leur en demander. Et c'est ça, je pense, ça complique la négociation aussi. Parce que souvent, quand le gouvernement fait des demandes, Julien, on va se le dire, là, moi, j'ai suivi les négociations passées. Quand ça brasse de même, ou même des fois avant même la grève, le gouvernement abandonne toutes ses demandes. On va dire, mettons, le ministre de la Santé, il va dire à la présidente ou au président du Conseil du Trésor, et là, moi, faut que tu me changes telle règle, faut que tu me changes telle règle. Puis là, dans la négociation, on va appeler le ministre de la Santé, puis on va dire, regarde, là, ton affaire, ça a tout bloqué les négociations. Nous autres, on débloque, puis on laisse tout tomber. Fait qu'on le gouvernement laisse généralement tomber ses demandes. Et cette fois-ci, la CAQ, basée sur les expériences passées, basée sur les problèmes des réseaux de la santé et de l'éducation, on dit cette fois-ci, on cède pas. Oui, on veut que la réforme de la santé fonctionne. C'est ça aussi qui est au cas. Ben c'est ça. Donc, tu sais, nous, on est face à ça comme citoyens. On voit la grève. Puis là, aujourd'hui, sincèrement, ce matin, je reçoit là, x8 là, le nombre de messages de parents découragés là, qui disent, oui, on appuie les enseignants, on les appuyait plus ou moins. On veut que ça finisse bien pour eux. Mais il faut que ça finisse, là, ça se peut plus. Là. Les parents comme décrochent là, de la situation en disant ça se peut plus. Là. Puis surtout, je pense que là, quand ils commencent à entendre parler de rumeurs que ça pourrait se prolonger en janvier, je pense que là, sincèrement, là, ça disjoncte. Là. Et Mario, tu as écrit un papier avant le début de la grève. On va te montrer le titre à l'écran. Parce que le réseau de la santé, c'est considéré comme un service essentiel. Et tu disais, si l'école était devenue un service essentiel, effectivement, Mario,
Est-ce que c'est normal si le gouvernement dit l'éducation, c'est une priorité? Tout le monde sait qu'une société mieux éduquée, plus éduquée, c'est une société plus riche, que tout a gagné. Comment se fait-il que l'éducation n'est pas considérée comme un service essentiel? Un mois d'école cette semaine. Et M. Martel parlait de 6 semaines, mais si je fais le calcul, mon garçon, moi, la semaine prochaine, ça va faire 5 semaines qu'il n'est pas à l'école, plus 2 semaines de vacances, donc 7 semaines. C'est vrai que ça commence à ressembler aux vacances d'été, là. Donc 6... Non, c'est énorme. Je veux dire, c'est pas croyable. Oui. Cette question de service essentiel, il faut voir que ça, c'est dans nos lois du travail, dans le Code du travail. Présentement, dans le Code du travail, ce qui est prévu, c'est que ce qui est essentiel, là, c'est quand ça touche la santé et la sécurité du public. Mais ça, c'est des lois existantes, là. Est-ce qu'on peut les revoir, les repenser? Il est trop tard pour cette grève qui est en cours. Mais dans l'avenir, en tout cas, moi, une des questions que je posais, minimalement, pour les enfants en difficulté, pour les enfants fragiles, pour les enfants dont ça compromet l'année, est-ce qu'il n'y a pas certains groupes? Parce que là, on ferme les écoles complètement, là, pour tout le monde, enfants handicapés, peu importe, on ferme les écoles. Alors, dans le réseau de la santé, c'est un bon exemple. Il y a tous des ratios, là, des pourcentages qui sont prévus, qui ont été établis par le tribunal du travail. Aux soins intensifs et dans les urgences, c'est 100 du personnel. Puis après ça, il y a une gradation. Là, sur les étages, je pense que c'est 80. Aux salles d'opération, c'est 70 Donc, il y a une gradation comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un questionnement à se faire dans le milieu de l'éducation? Est-ce qu'il y a une partie des services qui pourrait être déclarée comme un service essentiel? Je sais, le papier que vous avez montré à l'écran a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de gens qui ont dit que c'est une réflexion qu'on devrait avoir. Le problème, c'est que tu peux pas. C'est une réflexion qu'il faudra avoir pour les prochaines grèves. Là, celle qui est en cours, elle se fait en fonction des règles déjà établies. Là. Mort d'Amélie Champagne, cette jeune Montréalaise de 22 ans, Mario, qui s'est enlevée la vie, ça fait un petit peu plus d'1 an. Elle était atteinte de la maladie de Lyme. Il y a une enquête publique du coroner qui a débuté aujourd'hui. On va entendre ensemble son père, M. Champagne. Notre famille a été témoin, a été victime d'un système qui a échoué. Vous savez, Amélie a demandé de l'aide. Nous, comme famille, on a demandé de l'aide. Ce qu'on a vécu, c'est pas un problème d'accès aux soins de santé. C'est carrément un rejet. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Mario? C'est dur, hein? Ouais, on parlait de papier que j'ai déjà écrit. J'en avais écrit un sur la maladie de Lyme. À la suite de témoignages que j'avais reçus, c'était même pas quelque chose qui était dans l'actualité, mais j'avais reçu plusieurs témoignages, je les avais accumulés. Puis à un moment donné, j'avais fait une chronique là-dessus, mais à peu près sur ça, là. Sur le désarroi. Toi, tu viens de ce coin-là, là, des cantons de l'Est, la région de Bromont. Mais c'est une région, il y en a beaucoup, là. Le sud de la Montérégie, les cantons de l'Est. Énormément de gens. À un certain moment, il fallait carrément aller se faire soigner aux États-Unis. Parce que vous faire des prises de sang aux États-Unis, c'est incroyable ce que les gens ont vécu. J'avoue que le témoignage de cet homme-là, d'abord, ce qui est arrivé à sa fille, 22 ans, une jeune fille en pleine forme, rayonnante, maladie de Lyme, au point où elle s'enlève la vie d'une façon, ça arrache le cœur, d'une façon épouvantable. Alors, il a livré vraiment, comme père, là, un témoignage avec aplomb sur les faits. Et remarque que depuis ce temps-là, il s'est quand même fait des petits bouts. La ministre de la Santé a annoncé des cliniques spécialisées. Parce qu'il y a un moment qu'il y avait même un débat médical. C'est-à-dire qu'il y a certains médecins, si ma compréhension est bonne, certains médecins qui disent « Ah ben là, c'est pas clair le diagnostic et les conséquences de ce maladie-là. Nous autres, on s'occupe pas de ça. On traite pas ça, on s'occupe pas de ça. » Comme si c'était une fausse maladie ou une demi-maladie. Il y a des médecins qui voulaient pas s'encombrer de jouer là-dedans. Alors, il y a quelques infectiologues, Amir Kadir en est un, là, qu'il faut donner le crédit, qui se sont battus, qui ont poussé. Alors là, on a, je pense, maintenant un minimum de plus qu'à l'époque, mais disons que cette enquête du coroner pourra rajouter une couche pour en sensibiliser d'autres. Là, on n'en fera pas de trop, là. Absolument. Et on a appris récemment aussi qu'il y avait une jeune femme là, qui pesait aux alentours de 70 livres, incapable de manger autre que 6 bananes par jour, doit demeurer dans le noir, qui songeait à avoir recours à l'aide médicale à mourir. C'est quand même préoccupant. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.